établir la culpabilité de Modou Diagne Fada, ancien ministre, président du conseil départemental de Kébémer, président du groupe parlementaire libéral à l'Assemblée nationale, devant le grand jury. Au menu, le déroulement du procès de Karim Wade, les grands défis pour le PDS, la gestion de l'épidémie d'Ebola par le gouvernement. Modou Diagne Fada va répondre à toutes ces questions d'Antoine Diouf. C'est ce dimanche de 11h à 12h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre la radio Futur Média. Merci également d'être à l'écoute du grand jury. Le grand jury qui reçoit aujourd'hui Monsieur le ministre Modou Diagne Fada. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Antoine. Vous êtes le président du conseil départemental de Kébémer, président du groupe parlementaire libéral à l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Santé, ancien ministre de l'Environnement. Vous avez été également à la tête du département de la jeunesse. D'abord, l'actualité judiciaire. Depuis le 31 juillet 2014, s'est ouvert le procès de Karim Wade avec ses coaccusés. Après près de 45 jours, quelle est l'appréciation que vous faites du déroulement de ce procès? Je voudrais d'abord, Antoine, vous remercier et remercier l'ensemble des auditeurs de la RFM et souhaiter tout simplement à tout le monde une bonne écoute. Parce qu'encore une fois, c'est une émission à laquelle nous sommes toujours prêts à prendre part pour l'intérêt que les auditeurs de la RFM accordent à cette émission. Le procès de Monsieur Karim Wade, du frère Karim Wade, est en cours. Il faut d'abord saluer la sérénité et la dignité de Karim Wade, qui depuis le début du processus qui l'a conduit à Rebeuss, a gardé son calme, a gardé sa dignité et s'est présenté avec beaucoup de respect et d'égard, toujours devant la cour. Féliciter aussi les avocats de la défense pour les excellentes prestations. Je crois que ceux qui ont l'habitude de prendre part au procès se sont rendus compte des arguments pertinents développés par les avocats de la défense. Et je crois aujourd'hui, si on devait donner les 27 exceptions de nullité qu'ils ont soulevées ont été toutes rejetées. Bien entendu, c'est pas parce que des exceptions de nullité ont été rejetées qu'ils n'ont pas été brillants. Je crois qu'ils ont été à la hauteur. Ils ont défendu bec et ongle leurs clients et ils ont soutenu véritablement un argumentaire qui a impressionné, en tout cas beaucoup de membres de l'assistance. Je dois aussi dire que l'accusation, en tout cas, est en train d'être démontée, pièce par pièce. Et aujourd'hui, sur les 117 milliards qui avaient été annoncés, je rappelle qu'auparavant, on avait parlé presque de 694 milliards. Sur les 117 milliards retenus, il faut aujourd'hui soustraire les 47 milliards de Singapour, le compte de Singapour. Il est apparu maintenant qu'il n'existe plus. La justice n'a pas encore tranché. Non, mais je crois que c'est clair que ce compte-là, d'ailleurs, Karim Wade a été obligé de dire à la cour, mais vous ne m'avez pas encore interrogé sur l'existence des 47 milliards. Ouais. Et ça veut dire que cette affaire-là n'existe pas. Il y a aussi sur les 70 milliards qui restent, plus de 60 milliards revendiqués par Bibo Bourgi, ou alors les Bourgi, ce qui veut dire, sans compter la maison du Point E de Maître Abdoulaye Wade, qui appartient à Maître Abdoulaye Wade et qui a été calculée dans les biens de Karim Wade, et les autres co-prévenus, qui ont tous déclaré qu'ils ont tous déclaré qu'ils n'avaient pas de relation particulière avec M. Karim Wade, en fait, qu'ils l'ont complètement
blanchi. Et tout cela pour dire qu'il va s'en sortir. En tout cas, s'il n'y a que le droit, je ne vois pas comment un juge responsable peut condamner Karim Wade dans ces conditions-là. Et je crois aujourd'hui, il va être difficile pour même les avocats de la partie civile d'établir la culpabilité de M. Karim Wade et de l'ensemble d'ailleurs de ses co-prévenus. Et c'est l'occasion aussi de saluer la dignité de certains d'entre eux qui, malgré les menaces, malgré les intimidations, ont tenu à respecter, en tout cas, disons, ont tenu à dire la vérité, tout simplement. En fait, les menaces et les intimidations ne les ont pas amenés à mentir pour se protéger. En tout cas, en ce qui nous concerne au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous sommes sereins. Vous êtes sereins. Alors, Modou Diagne Fada, il y a le père de Karim Wade, Abdoulaye Wade, bien évidemment. Depuis le début du procès, on ne l'a pas vu au tribunal. On pensait qu'il attendait que le procès se déroule. Qu'est-ce qui le retient, vous qui êtes dans les secrets de Maître Wade? Non, le président Wade suit le procès de bout en bout. Quelle est son opinion là-dessus? Écoute, c'est le déroulement. C'est l'opinion du PDS. C'est-à-dire, nous pensons que c'est un procès politique. Nous pensons que Karim Wade n'a rien fait. Nous pensons que Karim Wade est innocent. Nous pensons aujourd'hui que la libération de Karim Wade est devenue une demande sociale et que le peuple attend qu'il soit libéré. C'est mon sentiment, c'est le sentiment du président Wade, c'est le sentiment aussi de l'ensemble des militants et responsables du Parti démocratique sénégalais qui soutiennent le frère Karim Wade dans cette épreuve. Vous le soutenez, mais au début, on avait noté une grande mobilisation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça, de l'essoufflement, non? Mais non du tout. Vous savez, c'est un procès, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Bon, les gens aussi doivent vaquer à leurs occupations. Même des responsables du parti doivent aller mener d'autres missions pour le compte du parti. Et ensuite, ce n'est pas tout le temps Karim Wade qui est à la barre. Il y a d'autres prévenus qui sont à la barre. Donc la programmation est connue d'avance par ceux qui souhaitent venir au tribunal. Donc je crois qu'il n'y a pas du tout d'essoufflement. Ce qu'il y a, c'est que c'est un procès qui tire en longueur et qu'aujourd'hui, je crois que nous, comme l'ensemble des Sénégalais, nous avons tous intérêt à que cette atmosphère délétère, cette ambiance de procès qui plane au-dessus de nos têtes, qu'on puisse y mettre un terme. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut travailler. Il faut travailler pour que le procès se termine dans les meilleures conditions. Et pour nous, les meilleures conditions, c'est un non-lieu total. Pour le frère Karim Wade, c'est la libération purement et simplement du frère Karim Wade, parce que pour nous, nous pensons qu'il n'a rien fait. Alors, la semaine dernière, il a fait une révélation en déclarant quand des avocats de l'État, Maître Yerim Thiam en l'occurrence, venaient nuitamment au Palais de la République pour récupérer des enveloppes chez Maître Abdoulaye Wade. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un procès à révélation? En tout cas, ça dépend des uns et des autres. Je crois que cet avocat que vous avez cité, c'est lui aussi particulièrement distingué par son discours, par des attaques personnelles, par des caractérisations. Et c'est la raison pour laquelle il a reçu cette réponse. Mais de façon générale, jusqu'à présent en tout cas, il n'y a pas encore de déballage, il n'y a pas encore de révélation. Mais vous savez, on est dans le cadre d'un procès important, on est à la face donc d'enjeux aussi importants. J'espère que tout le monde... Chacun sort les armes. Ah, mais non, je ne le dis pas. Même celles qui sont non conventionnelles. Non, je ne le dis pas comme ça. Jusqu'à présent, tel n'a pas été le cas, à part ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui. Et je crois que tout le monde aussi pourra dire que les gens ont vraiment résisté, ont vraiment résisté aux attaques. À un moment donné même, il y avait une certaine résignation, mais à un moment donné, je crois qu'il fallait quand même informer l'opinion sur certaines choses. Alors, il a dit, lui, Karim Wade,
que la présidence fait de la machination pour l'empêcher d'être candidat en 2017. Est-ce que cela signifie que s'il sortait de prison avant la présidentielle de 2017, il serait le candidat du Parti démocratique sénégalais? Bon, vous savez, on peut être candidat du Parti démocratique sénégalais. Il peut être candidat indépendant, il peut être candidat sous une autre forme. Il a plusieurs possibilités pour aller à la compétition présidentielle sur le désiré. En ce qui nous concerne, le débat ne s'est pas encore posé et il y a une grande réflexion qui est en train d'être menée au niveau de notre parti pour voir est-ce qu'on aura un candidat en même temps chef de parti, ou alors est-ce qu'on aura un chef de parti différent du candidat. Mais aujourd'hui, il reste clair. C'est quoi la tendance? Non, il n'y a pas encore de tendance. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il reste clair que Karim Wade a le profil de l'emploi. Le président Macky Sall a quelque sorte travaillé pour lui. Parce que Comment il a travaillé pour lui? Il l'a mis en prison. En l'envoyant en prison. Non, il l'a mis en prison de façon injuste, et il y a beaucoup de Sénégalais qui considèrent... Mais la justice n'a pas encore tranché. Mais non, c'est vous qui dites que c'est de façon injuste. Mais d'abord, il est en prison. Oui, il est en prison. Si on l'avait laissé, si on l'avait laissé sous contrôle judiciaire, ou si on lui avait donné une liberté provisoire, mais là, il est en détention. Au moment où je vous parle, donc, il est en prison. Il n'est pas encore condamné, mais il est en prison. Donc, et ça fait quoi? Ça fait qu'il y a un courant de sympathie extraordinaire autour de la personnalité de Karim Wade. Il va certainement, il peut représenter une chance pour le Parti démocratique sénégalais à l'occasion des prochaines élections présidentielles, si la tendance se maintenait. Oui, mais est-ce que ce n'est pas quand même gênant, une telle déclaration, alors que le PDS est un parti organisé qui a des structures qui fonctionnent normalement? Mais on ne peut pas empêcher à un responsable de son rang de dire qu'il souhaite être candidat à l'élection présidentielle. Il n'a pas fait on ne peut pas empêcher à un responsable de son rang de déclarer sa candidature à la candidature du PDS pour le fauteuil de président de la République. Il en a parfaitement le droit, bien entendu. Si cela devait se concrétiser, ça allait être au niveau d'un congrès, au niveau d'une instance du parti, etc., etc. Sauf qu'il n'est même pas obligé d'avoir l'aval du PDS pour se présenter à l'élection présidentielle s'il le décide. Oui. Et qui peut être le candidat du PDS en 2017? Oumar Sarr, Souleymane Ndéné Ndiaye, vous, Modou Diagne Fada? Ou bien vous pensez le à moment venu, d'autre? Non, le moment venu, le débat se posera et le parti, en toute responsabilité, avisera. Mais je crois que nous sommes encore assez loin de 2017 pour pouvoir dire que le candidat du PDS en 2017, c'est tel ou bien c'est tel autre. Je rappelle que vous suivez le grand jury qui reçoit aujourd'hui Modou Diagne Fada, président du conseil départemental de Kébémer, président du groupe parlementaire libéral à l'Assemblée nationale, ancien ministre sous Abdoulaye Wade. Alors, Samuel Sarr est en prison pour offense au chef de l'État, entre autres. Le PDS ne s'est pas mobilisé comme il l'a fait avec Karim Wade. On vous le reproche. Et selon certaines informations reçues, lui-même ne serait pas content du PDS. Oui, sur cette affaire, monsieur le ministre. En tout cas, il ne me l'a pas dit. Je suis allé le voir à Rebus. Nous avons échangé, nous avons discuté. J'ai plutôt trouvé un Samuel Sarr serein, en forme, un croyant, un talibé de Serigne Touba et de Serigne Saliou, et quelqu'un qui est très zen, et il ne m'a pas dit qu'il avait un quelconque reproche à l'endroit du Parti démocratique sénégalais. Son arrestation, certes, a surpris, et c'est intervenu à un moment où les énergies étaient concentrées au niveau du procès de Karim Wade. Mais même vous, si vous avez remarqué, ça fait quand même quelques mois que le PDS ne s'est pas manifesté dans la rue. La dernière manifestation que nous avions tenté d'organiser a été interdite.
par le préfet de Dakar, par le pouvoir de Macky Sall. Donc, ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas tenu de manifestation publique. Mais je crois que le frère Samuel Sarr est bien considéré par le Parti démocratique sénégalais, bien considéré par les militants et responsables du Parti démocratique. Nous avons un profond respect, d'abord pour son courage, pour sa détermination et pour son engagement aux côtés du président Abdoulaye Wade, mais pour son engagement aussi dans les rangs du Parti démocratique sénégalais. Et nous tous, aujourd'hui, nous nous mobilisons pour qu'il soit libéré le plus rapidement possible, parce que encore une fois, ce délit-là, un pays comme le nôtre, dit état de droit, ne peut plus mettre en prison un responsable comme Samuel Sarr, parce que tout simplement, il a exercé une liberté reconnue par notre Constitution, à savoir sa liberté d'expression, de critiquer l'action gouvernementale, de critiquer... Sauf que ce n'est pas le cas pour Samuel Sarr. Non, vous savez, Samuel Sarr, de l'action gouvernementale. Mais ça, on peut toujours apprécier. Mais vous savez, Samuel Sarr ne peut pas parler comme un membre du pouvoir, ne peut pas parler comme un membre de la majorité. C'est clair. Samuel Sarr est un opposant. Mais chacun a son style, chacun a son tempérament. Chacun a sa façon d'exprimer ses opinions. Mais il faudrait qu'on respecte aussi ces petites différences, qui sont des différences innées, qui dépendent des individus. Mais je crois que de façon générale, Samuel Sarr ne parle pas beaucoup. On est d'accord avec vous. C'est pas quelqu'un qui se met à faire des déclarations fracassantes. Cette fois-ci, il a écrit. Et il n'a fait que reprendre ce qu'un site d'information avait déjà dit. On ne peut pas, de ce point de vue-là, à mon avis, l'inculper pour offense au chef de l'État. Cet article qui parle d'offense au chef de l'État, 254. Alors, ou même l'article 80, qui est un article fourre-tout. Je crois qu'aujourd'hui, il faut débarrasser notre arsenal judiciaire. Notre code de procédure pénale. Il faut débarrasser de il faut le débarrasser de ces articles-là, qui sont des articles qui ne correspondent plus à l'état de notre démocratie, qui fait aujourd'hui que on nous respecte à travers le monde. Mais en même temps, de notre démocratie fait qu'on nous respecte à travers le monde, et le fait de garder dans notre arsenal judiciaire de tels articles, mais écoute, prouve tout simplement qu'on n'est pas encore prêt à libérer la parole. C'est comme si on reculait. Parce que encore une fois, cet article, nous avons fait nous 12 ans au pouvoir. Combien de personnes ont fait la prison à cause de... On se souvient plus, mais quand même, il y en a. Mais pas beaucoup. Pourquoi vous ne l'aviez pas enlevé? Vous aviez eu l'opportunité de l'enlever, non? On aurait pu. C'est vrai qu'on aurait pu le faire. Mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Mais en même temps, il y a la responsabilité des acteurs politiques. Est-ce que le président de la République, qui est une institution, la première institution, ne devrait pas être protégé? Je ne prône pas, évidemment, le maintien de ces articles. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que nous tous, acteurs politiques, nous devons être des gentlemen. C'est-à-dire, nous devons nous-mêmes nous censurer. C'est-à-dire que nous devons accepter nous-mêmes de ne pas franchir certaines frontières. Parce qu'encore une fois, l'institution présidentielle est à protéger. Nous sommes tout à fait, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai aucun problème avec cela. Par contre, je ne pense pas que le frère Samuel Sarr ait vraiment franchi les limites. Et c'est la raison pour laquelle je conseille tout simplement qu'on a voulu peut-être le sanctionner pour autre chose, et on a profité de cette sortie pour le mettre en prison. Un de ses avocats, Maître Alioune Badara Cissé, pour ne pas le nommer, a demandé des excuses au président de la République, évidemment au nom de son client. Il doit être libéré après cela? À mon avis, sa place n'est pas au Cap Manuel ou à Rebeuss. Sa place, c'est à côté de Maître Wade, c'est dans les rangs du Parti démocratique sénégalais, c'est au niveau, en fait, il doit être libéré, il doit être libre de tous ces mouvements pour apporter sa contribution au combat que nous sommes en train de mener, mais aussi pour continuer à travailler à l'approfondissement de
démocratie dans notre pays. Et j'espère qu'il sera libéré bientôt par ceux qui le détiennent. Alors, avant Samuel Sarr, il y a eu Baragaï, il y a eu également Maître El Hadj Amadou Sall qui ont été envoyés en prison. Ce n'est pas forcément le cas avec Maître Sall, je précise. C'est quoi le problème avec le président Macky Sall, avec le PDS précisément? C'est à lui qu'il faut poser le problème, la question. En tout cas, je considère qu'en l'espace de... attaqué par votre parti. Non, je disais tout à l'heure que nous avons fait 12 ans. Il y a très peu de gens qui ont été envoyés en prison pour les délits d'offense au chef de l'État. Très peu, pendant 12 ans. Eux, ils n'ont pas encore fait 2 ans et demi. Vous avez déjà cité 3 hauts responsables. 3 anciens ministres. Tous ont été membres du gouvernement. Tous ont été ministres. Tous sont des responsables connus. Ils ont fait la prison pour offense au chef d'État. Donc, quelque part, il y a une frilosité qui ne s'explique pas. Et à mon avis, il faut laisser les gens parler. Il faut laisser les gens donner leur opinion. Parce que le peuple sénégalais est mûr. Le peuple sénégalais est responsable. Le peuple sénégalais est capable de distinguer ce qui est bon à dire et ce qui n'est pas bon à dire. Et c'est le peuple sénégalais lui-même qui sanctionnerait tout responsable politique qui déborderait. Il faut faire confiance au peuple sénégalais. Parce que quand vous dites des choses qui sont inacceptables, c'est le peuple lui-même qui s'élève, qui critique. Et si vous êtes responsable politique qui doit être amené demain à solliciter les suffrages des Sénégalais, mais vous devez faire attention à ce que pense l'opinion par rapport à tout ce que vous dites. Et nous en sommes arrivés à ce stade-là. Pour moi, le peuple est mûr. Laissons le peuple arbitrer les débats politiques, mais laissons les articles 80, 254 véritablement de là-bas, en fait, et peut-être qu'il faut travailler à les supprimer d'ailleurs, comme le président du groupe parlementaire de la majorité l'a proposé. Alors, je rappelle que Grand Jury reçoit aujourd'hui Modou Diagne Fada, ancien ministre de la Santé. Justement, nous allons parler de questions relatives à la santé Ebola. Vous avez évidemment occupé le département de la santé. Que dites-vous de la façon dont le gouvernement gère cette question? Bon, je crois que pour le moment, c'est une bonne gestion. C'est pas parce que nous sommes de l'opposition que nous devons critiquer à tout vent. Le virus Ebola est un virus dangereux, c'est une maladie dangereuse, mortelle. Nous avons, quand j'étais aux affaires, nous avons géré ici, disons, l'épidémie de choléra qui sévissait dans un pays frontalier. Nous avions déployé presque beaucoup de moyens à la frontière avec ce pays-là pour éviter que l'épidémie rentre au Sénégal. C'est comme une guerre. Si vous ne voulez pas que l'armée, les ennemis rentrent dans votre territoire, il faut aller les ferrer à l'entrée. L'endiguement. Voilà. Et je crois que, bon, maintenant, ce qui peut peut-être être déploré, c'est un peu le gouvernement a hésité. Hésité par rapport à quoi? Non, il a hésité un moment à fermer la frontière. Il fallait le faire depuis? Non, à mon avis, je peux avoir un avis même assez partagé. Parce que vous savez, moi, je n'avais pas fermé la frontière avec ce pays-là. Et Dieu merci, l'épidémie n'était pas arrivée. Mais encore une fois, l'épidémie de choléra n'a rien à voir avec l'épidémie d'Ebola. Qui est plus grave encore. Qui est plus grave. Alors, parce que dans nos pays-là, les frontières, elles n'existent que de nom. Les gens d'une même famille sont entre le Sénégal et la Guinée. Et tous les jours, des baptêmes, des mariages, des cérémonies familiales s'y passent. Et les gens passent sans même se rendre compte qu'ils sont en train de traverser la frontière. Quand on dit ici fermer la frontière, c'est fermer la route. La route principale. C'est tout. Mais on ne peut pas fermer
la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, ce n'est pas possible. Bon, maintenant, ce n'est pas mal de fermer la frontière et de prendre des mesures de prévention. Il faut quand même dire de façon générale, le système de surveillance épidémiologique de notre pays est l'un des meilleurs de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, vraiment, il faut féliciter les professionnels de la santé. Il faut féliciter les professionnels de la santé qui maîtrisent bien ces genres de situations. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que le virus Ebola peut se développer au Sénégal, pour ce que je sais, en tout cas, de l'efficacité du système de surveillance épidémiologique de notre pays. Nous avons quand même dans ce pays-là d'excellents professionnels. Oui. Et je crois que les Sénégalais peuvent être néanmoins, il faut suivre à la lettre et respecter les recommandations qui sont données. Parce que, pourquoi l'Afrique? Pourquoi ces maladies-là, on ne les découvre qu'en Afrique? C'est parce que ce sont des virus qui circulent. Mais ce sont des virus qui frappent au niveau des zones les plus fragiles. Et malheureusement, si en Afrique, nous conscions une zone fragile par rapport au reste du monde. Et c'est la raison pour laquelle de telles maladies infectieuses se développent dans notre pays. Oui. Il faut bien se laver les mains, il faut éviter les contacts suspects et faire de telle sorte que, et si chacun de nous est finalement un agent de prévention, mais cela va de soi qu'une telle maladie ne va pas se développer dans notre pays. Très bien. Par rapport à la fermeture des frontières, vous avez un sentiment que je peux peut-être qualifier même de mitigé. Il y a des organisations comme l'OMS, oui, et également l'Union africaine qui n'ont pas apprécié le fait que nos pays aient fermé les frontières, dont le Sénégal évidemment. Alors, est-ce que ces organisations ont raison de parler ainsi, compte tenu même du danger de la maladie? Non, elles n'ont pas tort. Elles n'ont pas tort, parce que c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Mieux vaut, au niveau des aéroports, au niveau des ports, au niveau des frontières et au niveau des villages frontaliers surtout, essayer de mettre en place un système de défense. C'est ça qui est plus efficace que de fermer ou de ne pas fermer. Encore une fois, je ne peux pas condamner les autorités sénégalaises parce qu'elles ont fermé la frontière entre le Sénégal et la Guinée, mais j'ajoute que ce n'est pas une mesure suffisante. Ce n'est pas la plus efficace. Ce n'est pas la plus efficace. Maintenant, chaque pays, dans le cadre de la circulation d'un virus, parce que si on continue comme ça, ben, la CEDEAO ne va plus se réunir. Bientôt, l'UEMOA peut être amené à ne plus se réunir. Bientôt, les commerçants ne vont plus prendre la route pour quitter le Sénégal, aller au Mali, du Mali aller à Ouagadougou, de Ouagadougou aller au Niger, au Togo, au Bénin, etc. Alors que nous avons besoin de ces échanges commerciaux-là. Donc, encore une fois... Ça veut dire que ça peut avoir un impact réel sur les économies ouest-africaines. C'est clair que... C'est clair que si la situation continue comme elle est présentement, avec des pays qui se barricadent, bien entendu, ça va avoir des effets négatifs sur notre économie. Moi, je suis plutôt, en tout cas, pour un déploiement au niveau de tous les villages frontaliers avec le Sénégal, par exemple. S'il le faut même mettre il y a l'ouverture d'un corridor humanitaire que le Sénégal a décidé de faire, mais je crois mais il faut y aller le plus rapidement possible. Ce n'est pas seulement de le dire, il faut poser des actes dans ce sens-là. Et encore une fois, surveillons nos frontières. Surveiller nos frontières, c'est se déplacer, se déployer dans toutes les zones frontalières, dans tous les villages frontaliers, et essayer maintenant essayer de faire de telle sorte que la maladie n'arrive pas. Et ensuite, essayons de mener la coopération sous-régionale. C'est-à-dire, si aujourd'hui le Sénégal
peut aider la Guinée à stopper à l'intérieur de la Guinée la maladie, mais pourquoi le Sénégal même resterait à l'intérieur de ses frontières? Parce qu'encore une fois, si moi je peux attaquer l'ennemi, hein, dans le territoire même où il est, je n'attends pas. Donc c'est pas la peine de dire, parce qu'on ne peut pas empêcher. Et puis il faut éviter la stigmatisation, il faut éviter de donner l'ethnie des malades, même le pays le pays du malade, tout ça il faut éviter. Parce qu'encore une fois, nous sommes appelés à vivre ensemble et nous devons rester ensemble. Et ce n'est pas parce qu'on est guinéen qu'on est automatiquement atteint d'Ebola. Alors, il y a le Cap-Vert et le Cameroun qui ont fermé leurs frontières au Sénégal pour un cas importé, comme on le dit. La mesure est un peu excessive. Non, elle est excessive. Elle est excessive. Ou bien non, c'est raisonnable et ça se comprend. Non, ça ne se comprend pas. Elle est excessive. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que ça dépend des maladies. Ça dépend aussi de la rapidité de la propagation. Pour dire qu'avec un cas, on peut dire que nous sommes en situation d'épidémie. Mais encore une fois, pour un cas importé qui est en train d'être traité, ça ne suffit pas véritablement pour qu'un pays comme le Cap-Vert ou un pays comme le Cameroun ferme ses frontières. Je suis sûr que le système de surveillance épidémiologique du Sénégal n'est pas moins performant que le système de surveillance épidémiologique de ces deux pays, malgré tout le respect que je peux avoir pour ces deux pays-là. Modou Diagne Fada, dans le grand jury ce dimanche, nous allons parler d'autres questions relatives à la jeunesse, l'emploi et la jeunesse. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la politique de jeunesse du président Macky Sall, vous qui avez été le premier ministre de la jeunesse sous Abdoulaye Wade quand il est arrivé au pouvoir? Mais la politique de jeunesse, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas? Pas encore. En tout cas, moi... Depuis que Macky Sall est au pouvoir... écoutez, depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, vous avez compté combien de ministres de la jeunesse? 3 ou 4? Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie qu'aucun de ces ministres n'a eu le temps de mettre en pratique la lettre de politique sectorielle de la jeunesse. Ça veut dire que jusqu'au moment où je vous parle, ils sont en train de chercher les voies et moyens pour mettre en place une politique de jeunesse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il faut quand même qu'on apprenne à laisser les ministres en place pendant 2 ou 3 ans au moins, pour leur permettre d'asseoir leur politique, pour leur permettre de mener leur politique. Mais si à chaque remaniement, le département de la jeunesse change de patron, naturellement, il ne peut pas y avoir de politique. Aujourd'hui, au moins de notre temps, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler, on parle de vacances citoyennes. On parlait d'espaces jeunes. Nous en avons construit quelques-uns. On parlait de Fonds national de promotion de la jeunesse pour financer des projets. On faisait le tour pendant les vacances citoyennes pour aider l'élevage, pour aider l'agriculture, pour aider l'environnement, pour aider la santé, pour aider d'autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous sentez ça? Oui, il y a quand même le ministre de la Jeunesse qui est en train de faire... Oui, le nouveau, je l'encourage. Le tour du Sénégal. Non, je l'encourage. Le nouveau, je l'encourage. Mais je ne peux pas encore juger son travail parce que ce n'est pas encore palpable. Il est sur la bonne voie, d'après ce que vous voyez. Bon, il bouge beaucoup. Déjà, c'est bien de bouger. Quand on est jeune, il faut bouger. Il faut aller au contact des jeunes. Il faut aller rencontrer les jeunes, discuter avec eux. Bon, j'attends de voir. Et il y a beaucoup d'experts qui se prononcent sur l'emploi et la jeunesse au Sénégal, mais ce qu'on entend le plus souvent, c'est qu'il n'existe pas de politique de jeunesse ou d'emploi. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Sous Abdoulaye Wade, on a entendu des critiques comme celle-là. Mais réellement, c'est quoi le problème? Est-ce que les autorités manquent de vision pour la jeunesse et pour l'emploi? Ça veut dire qu'il y a jeunesse. Vous savez? J'ai mis les deux en même temps. Mais allons, procédons par étapes. Alors, la politique de l'emploi,
pour nous, en fait, je crois que le grand problème qui existe au Sénégal, d'abord, est-ce que d'abord nous sommes tous d'accord sur ce qu'on appelle chômeur? C'est un grand... La définition du concept. Mais c'est d'abord un débat. Il y a des gens qui vous diront, chômeur, c'est l'élève qui a eu son bac, qui a fait sa formation, qui est comptable, qui est infirmier, qui est sage-femme et qui est à la recherche de l'emploi. Mais si on s'arrête à cette définition-là, mais on laisse de côté l'essentiel des jeunes. Les sans-emploi. D'abord les sans diplôme, ceux qui n'ont même pas de bac, ceux qui n'ont pas de BFM, ceux qui se sont arrêtés au CM1 ou au CM2, ou bien ceux qui n'ont pas fait l'école, ils risquent d'être plus nombreux. Et ceux-là, quand ils vont avoir 21 ans, 25 ans, quand ils doivent fonder un foyer, ils vont aller, est-ce que tous peuvent être... peuvent travailler comme commerçants, peuvent travailler comme marchands ambulants, peuvent aller en Espagne ou en Italie? Ce n'est pas possible. Donc chaque pays doit définir d'abord qu'est-ce qu'on appelle chômeur, quels sont les chômeurs, les différentes catégories de chômeurs. Et ensuite, il faut nécessairement que la lutte contre le chômage soit en adéquation avec la formation. Nous, est-ce qu'aujourd'hui nous avons besoin de former davantage de sages-femmes? D'autant plus que nous en avons beaucoup qui chôment. Est-ce que nous avons besoin de former davantage de professeurs de français? Parce que nous en avons quelques-uns qui chôment. Nous devons chercher les filières où nous avons un besoin réel et insister sur ces filières-là et essayer de faire la formation relative à ces. Donc il faudrait qu'il y ait une adéquation entre formation et emploi. Mais on n'a jamais mené ces réflexions. Donc vous donnez raison aux experts. Non, mais ils n'ont pas tort. Bien sûr, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. On a toujours essayé de dire, chaque année, essayons de prendre 5 000. Chaque année, essayons de prendre 12 000. Mais, écoute, ça c'est un pilotage à vue. C'est-à-dire que c'est pareil au plus pressé. Alors que pour résoudre la question de l'emploi, parce que des pays mieux lotis que nous, mieux nantis que nous, plus développés que nous, aujourd'hui encore, ont ces problèmes-là. Alors que je sais qu'ils ont fait une planification, ils connaissent le nombre de chômeurs par an qui va arriver dans le... Nous ne le connaissons pas. Vous demandez au ministre de l'Emploi le nombre de chômeurs par an, il sera incapable de vous le dire. Il ne le sait pas. Oui, mais alors, qu'est-ce qui a fait qu'on ne peut pas réussir réellement cette question, la question de l'emploi? Quels sont les facteurs de blocage? À mon avis, vous savez, chaque pays a ses priorités. Et que l'économie est un tout. Vous avez 200 milliards de la France. Je vous donne 200 milliards, mais c'est pour l'agriculture. L'autre vous dit, non, je vous donne 200 milliards, mais c'est pour l'énergie. L'autre vous dit, non, je vous donne 200 milliards, mais c'est pour l'éducation. Mais écoute, qui va donner pour l'emploi? Et que nous, aujourd'hui, nous sommes incapables, nous-mêmes, en tant que pays africains, de générer des fonds propres, souverains. Bon, ils ont créé un fonds souverain alors qu'ils n'ont pas de fonds souverain, entre parenthèses. De fonds propres, souverains, pour pouvoir dire, non, nous allons créer des unités industrielles. Parce que ce qui peut faire travail, il faut quand même que... Il y a l'initiative privée, c'est vrai. Il y a les entreprises, c'est vrai. Mais il faut aussi développer l'industrie. Si à Ndiaganiao, on mettait une usine de transformation des légumes ou une usine de transformation du poisson, mais vous allez voir, les jeunes de Ndiaganiao et de Tchayala vont trouver du travail. Si vous développez de petites industries comme ça un peu partout, vous allez pouvoir avoir beaucoup de jeunes qui travaillent. Mais si aujourd'hui, le tissu industriel n'existe plus. Oui. Mais l'actuel régime n'est pas sur cette je ne le sens voie. Pas. Je ne le sens pas. Moi, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Aujourd'hui, moi, les industries qui emploient, il y en a très peu. Et ce sont les mêmes. Je ne veux pas citer d'industrie pour faire de la publicité gratuite, mais ce sont les mêmes. Alors que nous devions en créer une centaine, des centaines à travers le pays. Et ceux qui ont fait des études supérieures, ceux qui sont des ingénieurs, des polytechniciens, des administrateurs civils, on aura toujours besoin d'eux dans l'administration parce que tout simplement
nous sommes un pays en construction. Mais il y a les autres. Les autres, il faut aussi qu'ils travaillent et qu'ils gagnent leur vie. Et ça aura l'intérêt de quoi? C'est-à-dire qu'on aura une économie qui va se développer parce qu'on aura élargi l'assiette des emplois. On va fatalement augmenter la consommation. On va fatalement augmenter la croissance. Et en ce moment-là, quand on aura une croissance, elle sera une croissance stable. Parce que tout simplement, ça ne va pas être une croissance seulement portée par l'agriculture et qui dépend de la pluviométrie. Si ça pleut, on a un bon taux de croissance. Si ça ne pleut pas, on tend la main à Allah. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Nous allons reparler de la politique. Tout à l'heure, on a parlé du PDS. Alors, quels sont les grands défis aujourd'hui pour le PDS? Les grands défis à relever? Ah non, il y a de grands défis. D'abord, je crois que pour moi, il y a un piège dans lequel le régime nous a fait entrer. Oui. C'est quel piège? Aujourd'hui, l'essentiel de mon emploi du temps, c'est d'aller au procès de Karim Wade. C'est le vendredi d'aller regarder d'aller visiter Madame Aïda Ndiongue, d'aller visiter Abdoul Aziz Diop ou Bara Sadi ou les autres. Au lieu de consacrer l'essentiel de mon temps à réfléchir sur les voies et moyens pour la réorganisation du PDS. Et à travailler pour le Sénégal aussi, parce que vous êtes député, président du conseil départemental de Kébémer. Je suis le président du conseil départemental de Kébémer. J'attends qu'on signe les décrets pour connaître mon budget, pour connaître un certain nombre de choses. Et jusqu'à présent, moi, j'ai pas ces éléments-là. Je ne connais même pas combien doit percevoir mon secrétaire général. Moi-même qui vous parle, je ne sais pas, je ne connais pas mes indemnités. Donc, ces questions-là ne sont pas encore réglées. Et quand vous convoquez une session, la loi dit il faut rembourser les frais de transport. Donc, vous ne pouvez même pas convoquer Jusque-là, les choses sont au point mort. Bon, bref. Oui. Alors, maintenant, donc, il faudrait maintenant, parce que vous disiez parler tout à l'heure de l'intérêt au PDS, mais l'intérêt du PDS se confond à l'intérêt du Sénégal. Mais ça dépend, monsieur le ministre. Mais non, en tout cas, moi, ma conception de la politique, c'est que le PDS a un programme, a des projets, a une vision à mettre au service du Sénégal. Donc, je ne fais pas tellement de distinguo entre l'intérêt du Sénégal et l'intérêt du Parti démocratique sénégalais. Sinon, il cesserait d'exister en tant que parti. Un parti sérieux, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'opposition que nous ne devons pas travailler pour trouver des solutions alternatives, pour trouver des solutions pour abréger la souffrance des Sénégalais. Et pour moi, le grand défi du Parti démocratique sénégalais, c'est d'abord de réussir à harmoniser ou à mener concomitamment la lutte pour la libération de nos amis détenus, mais aussi le combat pour la réorganisation du Parti démocratique sénégalais. Et vous donnez quel délai pour les faire libérer? Mais non, de toute façon, non. Je crois que quand je dis concomitamment, ça dit que leur libération ne doit pas dépendre de l'avenir du Parti démocratique sénégalais. C'est-à-dire, le Parti démocratique doit exister en tant que parti, doit se réorganiser, doit se préparer aux futurs combats, aux futurs enjeux. Et c'est la raison pour laquelle il est connu, les militants doivent comprendre qu'après ces événements-là, on va vendre des cartes, on va monter des secteurs, on va aller vers le Congrès pour pouvoir revisiter encore nos textes, revisiter notre offre politique, mais aussi revisiter encore une fois nos instances de direction au niveau national, au niveau local et au niveau départemental. Le PDS, compte tenu des batailles futures, ne peut pas faire l'économie d'une réorganisation de son appareil. C'est une tâche urgente à laquelle, en tout cas moi, j'appelle tous les militants et responsables du parti. Il faudrait qu'on en débatte. Il faudrait qu'on réfléchisse autour de cet enjeu fondamental. Donc pour moi, la réorganisation, c'est l'organisation d'un congrès, par exemple, un nouveau secrétaire général. Par exemple. Oui. Mais bien sûr, un nouveau secrétaire. Avant 2017. Mais bien sûr, il faut un nouveau secrétaire général avant 2017. Wade l'a déjà dit.
Oui. Wade l'a déjà dit. Il a dit que lui, de toute façon, il est le père du libéralisme en Afrique. Oui. Il est l'inspirateur éternel du Parti démocratique sénégalais. Mais le moment venu, Oui. ben, ceux qui souhaitent accéder à la tête du parti Vous êtes n'ont qu'à aller devant les militants pour être département. Vous êtes candidat. Le moment venu, Oui. j'aviserai. Mais ce qu'il faut comprendre, Oui. il y a des débats, il faut les poser au moment opportun. Mais ce serait une fuite de responsabilité de ma part, compte tenu de l'investissement de Wade sur moi, compte tenu de l'investissement du PDS sur moi, de dire que je ne suis pas intéressé par la direction du Parti démocratique sénégalais. Mais encore une fois, le moment n'est pas venu. Et pour moi, c'est un débat prématuré. Et quand le moment sera là, on en débattra. Oui, et par rapport justement au PDS toujours, il y a beaucoup de critiques concernant votre coordonnateur, la façon dont le parti est dirigé. Alors, quel est votre point de vue sur moi, toutes quand ces on dit critiques? il y a beaucoup de critiques, je dis quels sont les gens qui critiquent? Sont les mêmes. On aurait dû Mais non, avoir non, mais un sont les- secrétaire non, mais- général plus vous savez, dynamique, c'est ce attends, que disent certains. Non, sont les mêmes qui critiquent. On a même entendu du genre, Modou Diagne Fada est le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. On aurait dû peut-être penser à vous, il y a ceux qui le disent par exemple. Vous savez, Pour on aurait dû coordonner penser, le parti. Non, on aurait dû La penser. carte de la jeunesse. Attends. Aujourd'hui, on a choisi le frère Omar Sarr, qui est un haut responsable du parti, qui fait son travail. Vous savez, si on va dans un débat de personnes, on ne va pas s'en sortir. Chaque personne a ses atouts, chaque personne aussi a ses limites. Si j'avais été choisi comme coordinateur aussi, on allait me trouver des limites. Si on avait choisi quelqu'un d'autre aussi, ça va être la même chose. Je crois que le débat, c'est une équipe qui est là, coordonnée par le frère Omar Sarr. Et jusqu'à présent, en tout cas, depuis 2012, le parti fait des résultats. Nous sommes partis aux élections législatives, nous avons eu 300 000 voix. Nous sommes partis aux élections locales, nous avons eu 550 000 voix. Nous avons presque doublé notre score. Vous savez que s'il n'y avait pas quelqu'un pour tenir la barque, on serait encore là. Et tout le monde connaît aussi l'intensité de la lutte que nous mène le pouvoir en place, qui ne nous fait pas de cadeaux. Je crois que tenant compte de tout cela, quand même, jusqu'au moment où nous parlons, le PDS est bien. Il se porte bien le PDS. Moi, je considère que, je l'ai dit quelque part, nous n'avons pas besoin pour 2017 d'accélérer la cadence. Il suffit de maintenir la cadence. Nous parviendrons à nos fins en 2017 parce qu'encore une fois, 2012, on a eu 300 000 voix. 2017, on a eu 550 000 voix. Si nous doublons notre score d'ici 2017, on ne pourrait pas élire un président de la République qui ne serait pas l'œuvre du Parti démocratique sénégalais. Modou Diagne Fada, je vous remercie très sincèrement. Merci d'avoir accepté cette invitation au grand jury. Émission présentée par...